La pauvre paysanne trouva un homme évanoui au milieu de la forêt et l'abrita dans sa cabane, mais lorsqu'il se réveilla, le matin s'était levé sur Chamonix, enveloppé d'une brume légère, presque irréelle, qui flottait entre les arbres comme un voile discret. Élise Moreau, 29 ans, marchait à pas lents sur le sentier étroit qui serpentait à travers les sapins, un panier en osier accroché à son bras. Elle connaissait chaque racine, chaque pierre, chaque détour de cette forêt, comme une amie silencieuse et constante. Depuis la mort de ses parents, emportée par une fièvre soudaine 3 hivers plus tôt, Élise avait choisi la solitude des montagnes. Sa petite ferme, perchée à quelques kilomètres du village, était son refuge, son monde entier. Elle s'était habituée au silence, aux cris lointains des oiseaux, au craquement des branches sous ses bottes, au souffle du vent entre les troncs. Ce matin-là, elle cherchait de la lavande sauvage et de l'armoise, qu'elle utilisait pour fabriquer ses infusions et baumes, vendus au marché hebdomadaire. Elle avançait doucement, concentrée sur les feuillages à ses pieds, lorsque son regard fut attiré par une forme étrange, étendue à quelques mètres du sentier. D'abord, elle crut à un animal, mais en s'approchant, le souffle coupé, elle vit un homme, étendu sur le flanc, la chemise blanche tachée de sang, la peau pâle comme la neige fondue. Il ne bougeait pas. Son visage, en partie dissimulé par des mèches brunes trempées de sueur, portait une expression de douleur figée. Il était grand, élégant même dans son état lamentable. Ses vêtements, bien que sales et froissés, trahissaient une qualité rare. Élise resta figée quelques secondes, le cœur battant. Elle posa son panier à terre et s'agenouilla. Le souffle était faible, mais présent. Elle chercha des blessures visibles. Une entaille profonde à l'épaule gauche, des égratignures aux mains et un hématome sur le front. Rien qui explique pourquoi il était inconscient si loin de tout. Aucun sac, aucun papier, rien qui puisse dire qui il était ou comment il s'était retrouvé là. Sans réfléchir davantage, elle glissa ses bras sous les siens et avec effort le redressa. Il gémit faiblement, mais ne reprit pas connaissance. Élise, bien que frêle, parvint à le hisser sur ses épaules, soutenant tant bien que mal son poids. Le chemin jusqu'à la cabane fut long, ardu, ponctué de haltes pour reprendre son souffle. Elle sentit ses muscles crier sous l'effort, mais ne s'arrêta pas. La porte en bois s'ouvrit en grinçant, comme à chaque fois. Elle le posa sur son lit, un modeste matelas recouvert de laine épaisse, et se précipita pour faire chauffer de l'eau. Elle nettoya ses plaies avec soin, appliqua un onguent fait maison sur les blessures, puis banda son épaule avec des linges propres. Il avait de la fièvre, transpirait abondamment. Elle plaçait des compresses froides sur son front en priant pour qu'il se réveille. La nuit tombait lorsqu'elle s'assit enfin à côté de lui, épuisée. Le feu dans la cheminée crépitait doucement. Le silence s'était réinstallé, profond et rassurant. Élise observait son visage. Il n'était pas seulement beau, il était marqué, comme si une vie entière avait laissé ses traces avant de l'amener ici. Elle se demandait s'il était un noble, un voyageur ou quelque chose de plus sombre. En cherchant un mouchoir dans la poche intérieure de sa veste pour essuyer la sueur qui perçait à sa tempe, ses doigts frôlèrent un objet dur. Curieuse, elle plongea la main et en sortit un petit boîtier en métal poli. Un simple regard suffit à faire battre son cœur plus vite. C'était une montre, mais pas n'importe laquelle. Un modèle suisse, manifestement coûteux, en or blanc et au cadran délicatement gravé. Le genre d'objet qui valait plus que sa maison entière. Elle inspecta l'intérieur du boîtier et trouva une petite carte magnétique glissée derrière le cuir. Dessus, un nom, Laurent Delacroix. Le nom ne lui disait rien, mais tout en elle lui criait qu'il n'était pas ici par hasard. Ce n'était pas un randonneur blessé. Il fuyait quelque chose, ou quelqu'un. Élise reposa la montre sur la table de chevet et observa à nouveau l'homme endormi. Une question la taraudait, insistante. Qui était-il, vraiment? Et pourquoi le destin l'avait-il mené jusqu'à elle? Elle s'assit près du feu, incapable de trouver le sommeil. Tandis que le vent murmurait à travers les volets fermés, une certitude s'imposa à elle. Sa vie venait de changer, et elle ignorait encore jusqu'où cela allait l'emmener. Mais cette nuit-là, en silence, quelque chose dans les poches de Laurent allait lui révéler un indice encore plus troublant. Le jour suivant se leva sans douceur, teinté d'un ciel gris perle qui semblait presser la forêt sous un manteau de silence étouffant. Élise avait dormi par intervalles à même une chaise de bois, les yeux rivés sur le visage encore inerte de l'homme. Il transpirait moins, sa respiration était plus régulière,
mais il n'avait toujours pas ouvert les yeux. Elle changea ses bandages avec des gestes sûrs, précis, fruit d'une habitude qu'elle avait acquise en soignant des animaux blessés et quelques voisins vieillissants. Mais soigner un homme comme celui-là, un inconnu échoué à sa porte comme une énigme vivante, c'était une autre chose. Ses pensées revenaient sans cesse à la montre. Elle l'avait replacée soigneusement dans la poche intérieure de la veste, après l'avoir longuement observée la veille. Son regard n'avait pu ignorer la finesse des gravures, l'éclat discret mais indiscutable du métal. Elle n'était pas experte, mais ce genre d'objet n'appartenait pas à quelqu'un d'ordinaire. En retournant le boîtier, elle avait remarqué une inscription minuscule, ALD, jusqu'au dernier battement. Une phrase simple, mais qui portait le poids d'une promesse. Cela aurait pu être romantique, s'il n'y avait pas eu cette blessure, cette fuite, ce silence tendu. Le nom sur la carte, Laurent Delacroix, avait une sonorité familière, mais elle n'aurait su dire pourquoi. Ce n'était pas un nom qu'on croisait à Chamonix, pas à la boulangerie, pas à la taverne, pas au marché du samedi. Elle rangea la carte dans une boîte en métal où elle gardait ses économies et ses papiers, puis se leva pour aller chercher un bol de soupe chaude. Alors qu'elle versait le liquide fumant, elle entendit un soupir derrière elle. Elle se retourna vivement. Laurent était réveillé. Ses yeux d'un bleu sombre, presque ardoise, étaient fixés sur elle avec une intensité qui la figea. Il ne parlait pas. Juste un regard, fixe, pénétrant, comme s'il tentait de comprendre qui elle était, ou peut-être où il se trouvait. Élise se força à respirer calmement et s'approcha. « Vous êtes en sécurité, dit-elle doucement. Vous étiez blessé. Je vous ai trouvé dans la forêt, hier matin. » Il ne répondit pas tout de suite. Son regard balaya la pièce, lentement, notant chaque détail, les murs en bois brut, les étagères remplies de peau, le feu crépitant. Puis, enfin, sa voix s'éleva, rauque mais ferme. « Est-ce que vous avez parlé de moi à quelqu'un ?» La question était inattendue. Pas un mot de remerciement, pas une question sur ce qui lui était arrivé, seulement cette phrase précipitée, presque désespérée. Élise fronça les sourcils. « Non », répondit-elle après une brève hésitation. « Je vis seule. Personne ne vient ici sans prévenir. » Laurent ferma les yeux un instant comme soulagé, puis il se redressa légèrement, malgré la douleur qui crispa ses traits. « Écoutez, je dois vous demander une faveur. Je ne peux pas rester ici longtemps. Et surtout, personne ne doit savoir que je suis en vie. » Il prononça ces mots comme s'il s'agissait d'un secret vital. Élise, encore méfiante, déposa le bol sur la table de chevet. « Vous avez une blessure à l'épaule. Vous aviez de la fièvre hier soir. Si vous sortez maintenant, vous risquez une infection ou pire. » Il hocha la tête résigné, mais ses mains agrippèrent les draps, comme pour se rassurer. « Je n'ai pas eu d'accident. On a essayé de me tuer. Ce n'était pas un hasard si je me suis retrouvé là, blessé. Je n'étais pas seul. » Élise sentit son cœur accélérer. Elle recula légèrement, à la fois par prudence et pour mieux le voir. « Qui êtes-vous exactement ?» demanda-t-elle enfin, sa voix plus ferme. Il baissa les yeux. Un silence passa, puis il leva la tête vers elle. « Laurent Delacroix. Vous avez peut-être entendu ce nom. Ma famille possédait une chaîne d'hôtels de luxe. Il y a quelques années, j'ai repris l'entreprise avec un groupe d'associés. Mais récemment, j'ai découvert que l'un d'eux détournait de l'argent. Des montants énormes. J'ai menacé de révéler tout, et peu après, un accident s'est produit lors d'un voyage en montagne. Je me suis réveillé seul, blessé, sans téléphone, sans rien. Le reste, vous le connaissez. » Élise le regarda sans répondre. Tout cela semblait trop organisé pour n'être qu'une dispute entre hommes d'affaires. Elle se rappelait la carte d'accès, glissée derrière la montre. Il y avait un logo dessus, une sorte de blason stylisé. Elle décida de ne rien lui dire pour l'instant. Son instinct lui disait que la prudence était la meilleure alliée. « Pourquoi ne pas aller à la police ?» demanda-t-elle. Laurent eut un sourire amer. « Parce que je ne sais plus en qui je peux avoir confiance. J'ai cru pouvoir me cacher chez un ancien ami. Il m'a trahi. Je ne peux plus risquer d'être à découvert. » Il se leva péniblement, vacillant, puis se rassit aussitôt. Il regarda autour de lui, songeur. « Je vous dois la vie, mademoiselle. »« Élise, Élise Moreau. » Il répéta son nom à mi-voix, comme pour le graver dans sa mémoire. Puis, lentement, un changement s'opéra dans son regard. Moins de peur, plus de reconnaissance. Et une chose nouvelle, presque imperceptible, de la confiance. « Merci, Élise. Je ne sais pas ce que je vais faire, ni combien de temps je peux rester ici. Mais je vous promets que je ne vous causerai aucun mal.
Elle acquiesça, toujours sur ses gardes, mais touchée malgré elle par sa sincérité. Elle n'avait pas l'habitude d'hommes comme lui. Tout, chez lui, criait un monde auquel elle n'appartenait pas. Les mots choisis, la posture, même blessé. Et pourtant, à cet instant précis, il n'était qu'un homme en détresse au regard chargé de fatigue et de secret. Elle se leva, récupéra le bol encore tiède et le lui tendit. « Mangez, vous aurez besoin de force. » Il prit le bol, effleurant ses doigts. Un frisson la traversa. Dehors, le vent se leva, agitant les branches des sapins comme des murmures lointains. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que ce jour ne marquait pas seulement le début d'une énigme, mais le moment précis où elle cessait d'être simple spectatrice de sa propre vie. Car au village, pendant ce temps, un homme bien habillé interrogeait déjà les commerçants, montrant une photo et posant des questions sur un certain disparu. Le lendemain matin, Élise se réveilla au son d'un corbeau criant au loin, perché sur une branche nue. L'aube filtrait à peine entre les volets de bois, mais elle sentait que quelque chose avait changé dans l'air. Elle resta un instant allongée sur le lit improvisé près de la cheminée, les pensées encore lourdes de la conversation de la veille. Laurent Delacroix n'était pas un homme ordinaire. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Tentative de meurtre, trahison, fortune menacée. Tout cela l'avait atteinte de plein fouet. Elle n'avait pas l'habitude des intrigues, ni des conflits d'affaires. Sa vie s'était toujours déroulée dans un rythme simple, ponctué par les saisons, le travail de la terre, les cueillettes, les ventes au marché. Elle n'était pas préparée à devenir la confidente d'un fugitif au passé complexe et au regard trop intense. Dans la pièce principale, Laurent dormait encore, le visage tourné vers le mur, la couverture remontée jusqu'aux épaules. Sa respiration était plus calme. Élise prépara un peu de thé de camomille et sortit chercher de l'eau fraîche au puits. En marchant, elle jeta un regard inquiet vers la lisière de la forêt. Elle avait toujours aimé cet endroit, mais aujourd'hui, elle s'y sentait vulnérable. Si quelqu'un le cherchait, il finirait par arriver jusqu'ici. Sa cabane n'était pas sur les cartes, mais les secrets ne le restaient jamais bien longtemps. Elle retourna à l'intérieur et trouva Laurent déjà réveillé, assis, les jambes pendant sur le bord du lit. Son visage était plus pâle que la veille, mais ses yeux étaient clairs. Il but le thé sans dire un mot, puis releva enfin la tête. « Vous n'avez pas posé de questions, dit-il doucement. « Pas comme les autres. »« Les autres ?» répondit-elle, intriguée. « Ceux qui se disent vos amis et qui ne pensent qu'à ce qu'ils peuvent gagner. Ceux qui s'approchent pour mieux poignarder dans le dos. Vous m'avez soigné sans rien demander. »« Ce n'est pas parce que je suis naïve, répondit Élise, le ton un peu sec. Je fais ce que je pense être juste. Mais je veux comprendre à quoi je m'expose. Vous avez dit qu'on a essayé de vous tuer. Pourquoi ?» Laurent fixa le feu pensif. « J'ai découvert des transferts suspects, des comptes offshore, des acquisitions couvertes par de fausses sociétés. Je me suis approché de la vérité et j'ai parlé. À la mauvaise personne. Le reste s'est enchaîné. Un voyage d'affaires dans les montagnes, une balade improvisée, puis plus rien. Je me suis réveillé seul, sans mon téléphone, sans portefeuille, à moitié mort. S'ils pensent que je suis mort, je veux que cela reste ainsi, au moins jusqu'à ce que je puisse agir. » Élise croisa les bras. « Et comment comptez-vous faire ça depuis une cabane perdue dans les Alpes? Vous n'avez rien ici, pas de contact, pas de ressources. Vous êtes blessé. » Il la regarda, un léger sourire en coin. « C'est vrai. Et pourtant, vous êtes là. » Elle soutint son regard, troublée. Ce n'était pas une flatterie. C'était une reconnaissance silencieuse, presque respectueuse. Mais il n'y avait pas de temps à perdre à analyser ce regard. Quelqu'un pourrait venir. N'importe quand. « Je dois aller au village aujourd'hui, » dit-elle. « Je n'ai plus de farine, plus de sucre. Et il faut que j'achète de la viande séchée. » Laurent se tendit. « Non, ne dites rien. À personne. Vous comprenez? Si quelqu'un vous pose des questions sur un homme blessé ou disparu, dites que vous vivez seul et que vous ne voyez personne. C'est ce que je fais depuis des années, » répondit-elle. « Je n'ai pas l'habitude de parler aux curieux. » Elle s'habilla rapidement, enfila un manteau épais, prit son panier et descendit à pied jusqu'au village. En arrivant, elle sentit immédiatement que l'atmosphère n'était pas la même que d'habitude. Des regards furtifs, des chuchotements entre deux étals. Quelqu'un d'inconnu circulait, posant des questions. Elle le vit près de la boulangerie. Grand, élégant, en manteau sombre, il montrait une photo à la boulangère, qui secouait la tête avec politesse. Quand il tourna les yeux vers elle, Élise baissa immédiatement le regard et se concentra sur les pommes qu'elle était en train de choisir. «
Mais il l'approcha. « Bonjour, vous habitez dans le coin ?» Elle leva la tête. L'homme souriait, mais ce sourire avait quelque chose d'artificiel. « Je vis un peu plus haut, dit-elle, évasive. » Il lui montra la photo. C'était Laurent, manifestement prise lors d'un événement formel. Costume, lumière de gala, expression sérieuse. Cet homme est un ami. Il a disparu lors d'un séjour ici. Je suis très inquiet. Vous ne l'auriez pas vu par hasard ? Élise observa la photo sans trahir la moindre émotion. Non, je vis seul. Je ne croise personne, sauf ici. Il la remercia d'un hochement de tête. Mais alors qu'elle se détournait, elle sentit son regard la suivre, insistant. Durant toute la matinée, elle eut cette sensation désagréable d'être épiée, dans la ruelle derrière la boucherie, à l'intérieur de la boutique de tissus, jusque sur le chemin du retour. Elle ne se retourna pas, mais son dos frissonnait, comme si des yeux invisibles la perçaient à chaque pas. Lorsqu'elle arriva à la cabane, le ciel commençait à se charger de nuages. Elle déposa le panier dans la cuisine et appela doucement. « Laurent ?» Pas de réponse. Elle entra dans la chambre. Le lit était vide. La panique monta. Elle fouilla la pièce, ouvrit la porte de derrière, appela dans la forêt. Rien, pas une trace. Le cœur battant, elle s'assit sur une pierre et essaya de réfléchir. Pourquoi serait-il parti? Avait-il vu ou entendu quelque chose? Était-il de nouveau en danger? Ou était-ce elle qu'il était désormais? Une heure passa, puis une autre. Alors que la lumière commençait à décliner, Élise entendit un craquement dans les buissons. Elle se retourna vivement. Laurent émergea de l'ombre des arbres, le visage fermé, les vêtements tachés de boue. « Où étiez-vous » lança-t-elle, soulagée et furieuse à la fois. Il s'approcha, épuisé, et s'appuya contre le mur. « Je devais vérifier si quelqu'un nous observait. J'ai vu un homme près de la rivière. Il avait votre photo. Je crois qu'ils vous suivent maintenant. » Il sortit alors de sa poche un morceau de papier froissé. Une liste de noms, manuscrite. Le sien y figurait, souligné en rouge, puis rayé. Il regarda Élise avec une gravité nouvelle. « Ils ne veulent pas juste me faire taire. Ils veulent effacer toute trace. » Et à cet instant précis, alors que les dernières lueurs du jour glissaient entre les branches, Élise comprit qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle était désormais liée à cette histoire par quelque chose de plus fort que la peur, un engagement silencieux. Et dans son regard, tandis qu'elle observait cet homme marqué par la trahison, une émotion naissante s'imposa, troublante et inattendue. Le ciel s'ouvrit sur Chamonix comme une gueule sombre. Des nuages pesants s'accumulaient au-dessus des sommets enneigés, annonçant un changement de saison. Élise marcha vers le village sans prononcer un mot, son panier calé contre la hanche, les doigts crispés sur l'anse de bois. Depuis que Laurent lui avait montré cette liste froissée, avec son nom barré d'un trait rouge, elle n'était plus tout à fait la même. La forêt qu'elle aimait, qu'elle avait arpentée 1000 fois, lui semblait soudain menaçante. Chaque bruissement, chaque craquement de branches la faisait sursauter. Elle n'avait rien dit à Laurent ce matin-là. Elle s'était contentée de préparer son petit déjeuner, de changer les pansements sur son épaule, de lui rappeler qu'il devait rester à l'intérieur. Il avait acquiescé sans protester, mais elle sentait qu'il brûlait de bouger, d'agir, de reprendre le contrôle de ce qui lui avait échappé. Lui dire qu'elle partait au village pour acheter des denrées de base avait suffi. Elle savait qu'il comprendrait qu'elle voulait aussi observer, écouter, ressentir. En arrivant sur la place, elle remarqua que l'homme bien habillé de la veille n'était plus là. Mais son absence n'effaçait pas l'écho de sa présence. Les regards s'arrêtaient plus longtemps sur elle. Certains sourires semblaient mécaniques, forcés. Il y avait quelque chose dans l'air comme une tension feutrée. Elle acheta des légumes, du pain, de la farine. Chez le boucher, elle sentit une main frôler son bras. Elle se retourna et fit face à une silhouette inconnue. Un homme aux cheveux poivre et sel, costume en laine grise, sourire doux mais regard froid. « Mademoiselle Moreau, je crois ?» lança-t-il, comme s'il la connaissait depuis toujours. Élise resta figée. Il ne s'était jamais présenté, et pourtant, il avait utilisé son nom. Elle hocha lentement la tête. « On m'a parlé de votre talent pour les remèdes naturels, » dit-il, la voix posée. « Je m'appelle Arnaud Maréchal. Je cherche quelqu'un. Un vieil ami, disparu récemment. Peut-être l'avez-vous vu ?» Il sortit de la poche intérieure de sa veste une photo plastifiée. Encore une, la même que la veille. Le visage de Laurent figé dans un instant de lumière artificielle.
Élise ne la regarda qu'un bref instant avant de répondre. « Je vis seule. Je n'ai vu personne depuis plusieurs jours. Pas même un promeneur. » Elle sentit son propre mensonge résonner dans sa gorge, mais elle le livra avec la froideur d'une habitude ancienne. « Je comprends, » répondit l'homme. « Mais il ne faut jamais négliger ce que l'on pourrait voir sans s'en rendre compte. Les montagnes sont pleines de secrets, vous savez. » Elle acquiesça par politesse, puis s'éloigna. En chemin vers la sortie du village, elle jeta un regard en arrière. L'homme la suivait du regard. Immobile, les mains jointes derrière le dos, il la fixait comme on observe une porte qu'on s'apprête à forcer. Le retour jusqu'à la cabane fut éprouvant. La lumière du jour déclinait lentement, et Élise avait l'impression de marcher à découvert, vulnérable. Arrivée chez elle, elle verrouilla la porte, vérifia les volets, alluma le poêle, puis appela Laurent. Il lisait, assis sur la chaise près du lit. Il leva les yeux et dès qu'il croisa son regard, il sut que quelque chose n'allait pas. « Ils ont parlé à d'autres, » dit-elle. « Et aujourd'hui, ils savaient même mon nom. » Laurent se redressa légèrement. « Arnaud Maréchal ?» Elle hocha la tête. Il soupira. « C'est lui, l'un des anciens associés. Intelligent, discret mais impitoyable. Si c'est lui qui est ici, cela signifie qu'ils savent que je suis vivant et qu'ils pensent que je me cache dans les environs. » Il se leva lentement, malgré la douleur encore présente. Il s'approcha de la table, ouvrit son sac et en sortit une feuille déchirée, pliée en 4. Il la posa devant elle. Cette photo a été retrouvée sur mon bureau, quelques jours avant le voyage. C'est une liste d'investisseurs. Le mien y est barré. Les autres, je les ai appelés. 2 sont morts, officiellement des suicides. Un autre a disparu. Ils veulent reprendre la totalité des parts. Et pour cela, ils effacent ceux qui pourraient poser problème. Il marqua une pause. Je croyais avoir des amis. Je me suis trompé. Élise ne répondit pas. Elle observait la feuille, les noms griffonnés, les annotations au stylo. Elle comprenait désormais que cette affaire dépassait de loin tout ce qu'elle avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de rivalité économique. C'était une purge froide et systématique, une méthode sans pitié. « Et vous ?» demanda-t-elle enfin. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Il leva les yeux vers elle. Il semblait plus lucide qu'auparavant, comme si l'adrénaline le maintenait debout malgré la douleur. « Il y a un homme en qui j'ai encore confiance, mon avocat. Un ancien collègue de mon père. Il sait des choses. Il détient des documents, un double des accès au compte. Mais je dois lui parler en personne. Et pour cela, il faut que je quitte cet endroit. Vous n'êtes pas en état de voyager. Et pourtant, je vais devoir le faire. » Un silence tomba entre eux. Le feu crépitait doucement. Élise sentait que le moment approchait où elle devrait faire un choix. Rester dans l'ombre, préserver sa sécurité, ou marcher aux côtés de cet homme dont la vie avait basculé dans l'horreur. Et alors qu'elle rassemblait les provisions, rangeait les herbes et préparait les compresses, elle comprit qu'elle avait déjà choisi, sans le dire. Ce choix s'était formé dans les gestes simples, dans les regards échangés, dans le silence partagé. Laurent n'était plus seulement un inconnu, il était devenu une cause. Cette nuit-là, alors qu'ils partageaient un repas frugal, Élise raconta une histoire. Rien à voir avec lui, ni avec la menace. Une histoire d'enfance, de son père qui réparait les sabots des chevaux, de sa mère qui chantait dans la cuisine. Laurent l'écouta sans l'interrompre, et dans ses yeux, pour la première fois, elle ne vit pas la peur, mais une forme de paix, aussi fragile qu'une flamme sous le vent. Mais cette paix fut brisée dans la nuit. Vers 2 heures du matin, un bruit de pas sur les feuilles mortes la tira de son sommeil. Elle se redressa. Le feu s'était éteint. Elle tendit l'oreille. Un craquement, puis un autre. Elle se leva sans bruit, attrapa la lampe à huile, l'alluma d'un geste rapide. Elle traversa la pièce, ouvrit la porte en douceur. La nuit était noire, aucune lune, mais elle vit les empreintes fraîches dans la boue, juste devant l'entrée. Elle fit le tour de la maison. Personne. Quand elle revint à l'intérieur, Laurent n'était plus là. Son cœur s'emballa. Elle appela à voix basse. Rien. Elle sortit à nouveau, la lampe à la main. 10 minutes s'écoulèrent avant qu'une silhouette émerge de l'obscurité. « J'ai entendu quelque chose. Je voulais voir si quelqu'un rôdait, dit Laurent, la voix haletante. « Vous avez disparu pendant près d'1 heure, répondit-elle. « Ils sont là, pas loin. Je les ai entendus parler. Ils ont mentionné votre nom. » Élise sentit un froid la traverser. Elle referma la porte derrière eux. « Alors on n'a plus le choix, demain on part. Ensemble. On trouve cet avocat. On trouve les preuves.
Et on met fin à ça. Laurent la regarda longuement, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi elle faisait cela. Mais il ne dit rien. Il hocha simplement la tête, et dans ce silence, il y avait une alliance, sans promesse, sans mots doux, juste la certitude que désormais, ils étaient liés, par nécessité, par danger, et peut-être, sans qu'ils ne l'admettent encore, par quelque chose qui naissait doucement dans l'ombre de la peur. Le jour se leva lentement sur les hauteurs de Chamonix. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arbres denses, projetant des ombres mouvantes sur le sol humide. Dans la cabane d'Élise, l'air était lourd, chargé de tension. Le calme apparent ne suffisait plus à apaiser les battements précipités du cœur de la jeune femme. Elle s'était réveillée bien avant l'aube, incapable de trouver le sommeil depuis les événements de la veille. Quelqu'un avait rôdé autour de la maison, Laurent avait disparu quelques heures, et à son retour, il avait murmuré que son nom avait été entendu dans les bois. Cette simple phrase résonnait encore dans son esprit comme une menace invisible mais omniprésente. Laurent dormait à présent, profondément, mais son front restait plissé même dans le repos. Ses rêves n'étaient sans doute pas plus paisibles que leur réalité. Élise l'observa un instant, puis se leva pour préparer une infusion. Alors qu'elle versait l'eau chaude sur les feuilles, elle entendit un bruissement de papier derrière elle. Elle se retourna. Laurent s'était redressé et fouillait dans la poche intérieure de sa veste. « Il est temps que je vous montre quelque chose, » dit-il, d'une voix encore rauque de sommeil. Il sortit une feuille déchirée en plusieurs endroits qu'il posa sur la table. Elle était froissée, tachée par l'humidité et le sang séché, mais on pouvait y distinguer des noms imprimés, certains manuscrits. À côté de chacun, des annotations, des montants, des sigles, des dates, et certains noms étaient simplement barrés, d'un trait net, violent. « C'est ce que j'ai trouvé dans les affaires de mon ancien associé », confia-t-il. « Je pensais qu'il s'agissait de notes de gestion ou de simples documents internes. Mais après ce qui m'est arrivé, j'ai compris que c'était une liste. Pas une liste de contacts, non. Une liste d'élimination. » Il montra du doigt l'un des noms. Celui-ci, Vincent Durel, mort dans un accident de voiture il y a 6 mois. Un arbre tombé sur la route. Personne n'a trouvé ça suspect. Puis un autre. Émilie Caron, apparemment un suicide. Elle aurait sauté de son balcon, mais j'ai parlé à sa sœur. Elle ne déprimait pas, elle venait d'être promue. Et enfin, il désigna le sien. Le mien est là rayé, cela signifie qu'il me croit mort, ou qu'il pense avoir terminé le travail. Élise s'approcha. Elle lut lentement chaque ligne. Il y avait 8 noms. 4 étaient barrés. Les autres, y compris celui de Laurent, portaient un astérisque rouge. Elle sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que ça signifie, ce symbole ?» demanda-t-elle. « Les cibles prioritaires. Ceux qui ont un pouvoir décisionnel dans la société mère. Ceux qui peuvent bloquer une fusion, annuler une transaction. Ils veulent racheter tout, pièce par pièce, et faire disparaître les témoins. » Il reprit la feuille, la replia soigneusement et la rangea dans une enveloppe plastifiée. « Vous avez dit qu'un avocat pouvait vous aider. Que lui avez-vous confié exactement ? » Des copies numériques de certains contrats, des relevés bancaires, des mails. Pas assez pour une condamnation, mais suffisant pour faire du bruit. Le vrai dossier et les originaux se trouvent dans un coffre ancien, dans la maison de mon grand-père à Fontainebleau. J'ai la clé. Le problème, c'est que je ne peux pas y aller seul. Il marqua une pause, puis leva les yeux vers elle. Et je ne peux pas demander ça à n'importe qui. Élise comprit immédiatement ce qu'il sous-entendait. Il ne lui demandait pas. Il espérait, sans l'imposer. Elle ressentit une chaleur étrange monter en elle. Un mélange de peur, de responsabilité, mais aussi de lien. Il la regardait non pas comme une alliée de circonstance, mais comme une personne de confiance. Elle se surprit à détourner les yeux, troublée. « J'irai, finit-elle par dire. Si vous me dites ce qu'il faut faire exactement, j'irai. » Laurent ne répondit pas tout de suite. Il sembla pris de court, ému même. Puis il hocha la tête, lentement. « Merci. Je vous donnerai une lettre pour lui. Elle contient les instructions et la clé du coffre. » Le silence retomba un moment. Puis Élise se leva et alla ranger les tasses. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle se détestait un peu de ressentir cette nervosité. Elle avait vu des gens mourir, souffrir, survivre, mais jamais rien qui ressemblait à cela. Une conspiration discrète, orchestrée comme un jeu d'échecs où chaque pièce tombait sans bruit. Alors qu'elle s'occupait des préparatifs, elle sentit un regard insistant dans son dos. Elle se retourna.
Laurent l'observait avec une intensité douce, presque mélancolique. « Vous savez, dit-il, je n'ai jamais vraiment cru en l'aide gratuite. Dans mon monde, tout se paye, d'une manière ou d'une autre. Mais vous ne me demandez rien. » Elle le fixa sans répondre. « Et c'est ça qui me fait le plus peur, » ajouta-t-il, « que vous soyez sincère. » Élise haussa les épaules. « Vous êtes blessé, poursuivi, trahi. Je ne vais pas vous demander de me payer en retour. Et si je vous mettais en danger, c'est déjà le cas. » Leurs regards se croisèrent une fois encore. Il y avait entre eux une tension nouvelle, faite d'implicites, de silences prolongés, de gestes infimes. Il n'y avait pas encore de gestes tendres, ni de paroles équivoques. Mais dans la façon dont elle lui tendait un verre, dans la manière dont il remerciait sans détourner les yeux, quelque chose se dessinait. Une confiance naissante, fragile, incertaine, mais réelle. La journée passa dans un calme trompeur. Élise prépara un sac de voyage léger, y plaça quelques vêtements, une trousse de premiers soins, le strict nécessaire. Elle ne voulait pas éveiller les soupçons si elle se faisait intercepter. Laurent lui remit une petite clé en métal doré, une enveloppe cachetée et un numéro de téléphone à appeler une fois arrivé à Paris. Il ne pouvait pas voyager. Pas encore. Mais elle pouvait être ses jambes, sa voix. Le soir tomba sur la cabane. Une lumière chaude baignait l'intérieur. Ils dînèrent en silence. Puis, sans prévenir, Laurent se leva, s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Si je ne vous avais pas rencontré, dit-il, je serais déjà mort. Ou pire, vous m'avez sauvée, Élise. » Elle baissa les yeux, incapable de soutenir la force de ce regard. « Ce n'est pas fini, répondit-elle simplement. Et je ne veux pas que ce soit trop tard. » Il s'éloigna. Elle resta seule un moment, le cœur lourd, les pensées agitées. Elle ne savait pas ce qui les attendait. Mais elle savait une chose. Désormais, il n'était plus seulement question de l'aider. C'était devenu personnel. Et alors qu'elle se couchait pour quelques heures de repos avant le départ, elle pensa à cette liste de noms barrés, à cette photo déchirée, à ce regard que Laurent posait sur elle, un regard qu'elle ne parvenait plus à ignorer. Le lendemain matin, Élise se leva bien avant l'aube. Le ciel au-dessus de Chamonix était encore noir, piqueté de quelques étoiles résiduelles, et un froid piquant saisissait l'air. Elle avait à peine dormi, et pourtant, en refermant doucement la porte de la cabane derrière elle, elle sentait une détermination nouvelle. À son cou, glissée sous son chandail, pendait la clé du coffre. Dans la poche intérieure de son manteau, l'enveloppe scellée que Laurent lui avait confiée. Elle n'était jamais allée plus loin que Grenoble, et encore seulement une fois pour accompagner une voisine malade à l'hôpital. Aujourd'hui, elle partait seule vers Paris, une ville qu'elle ne connaissait qu'à travers les livres ou les conversations lointaines de certains touristes égarés. Le voyage jusqu'à la gare la plus proche fut long, d'abord à pied jusqu'à la route secondaire, puis en stop avec un livreur de fromage qui l'emmena jusqu'à Annecy. De là, elle prit un train régional, puis un autre vers Lyon et enfin un TGV vers la capitale. Le bruit, la foule, les annonces constantes dans les gares contrastaient violemment avec le silence des montagnes. Chaque visage croisé lui semblait suspect. Elle ne savait pas si elle était suivie, ni même si quelqu'un l'attendait à destination. Mais elle avait gravé dans sa mémoire l'adresse du cabinet juridique de maître Henri Vaillant, un homme que Laurent lui avait décrit comme l'un des derniers liens fiables à son ancienne vie. À Paris, le tumulte était total. Les klaxons, les pas précipités, les voix dans toutes les directions formaient un vacarme étourdissant. Élise marchait d'un pas rapide dans les rues du 6e arrondissement, regardant chaque panneau, chaque numéro. Lorsqu'elle arriva devant la porte noire du cabinet, ses mains étaient moites. Elle sonna. Une assistante l'accueillit avec méfiance, puis alla prévenir maître Vaillant. Lorsqu'il entra dans la pièce, Élise fut frappée par son allure. Grand, fin, costume impeccable, regard pénétrant. Il l'examina de haut en bas avant de parler. « Vous êtes Élise Moreau ?»« Oui, Laurent Delacroix m'envoie. » Il tressaillit légèrement. Elle sortit l'enveloppe, la lui tendit. Il la prit, la pesa dans ses mains, l'ouvrit avec soin. Il lut le contenu lentement, sans trahir la moindre émotion. Puis, finalement, il hocha la tête. Il est en vie donc, et blessé, je suppose. Oui, il ne peut pas se déplacer pour le moment. Il m'a parlé d'un coffre. L'avocat se leva, alla jusqu'à une armoire, en sortit un dossier, le feuilleta, puis tendit à Élise un plan manuscrit. Ce coffre est dans une maison de campagne appartenant à son grand-père.
Une vieille bâtisse en bordure de la forêt de Fontainebleau. J'ai les codes du système de sécurité, mais seul Laurent peut l'ouvrir. Il faut une empreinte digitale et la clé. Vous avez la clé, mais sans lui, on ne pourra rien récupérer. Élise sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Alors il faut qu'il vienne. Oui, mais ce ne sera pas simple. Depuis que Laurent a disparu, plusieurs mouvements suspects ont été détectés sur ses comptes personnels et professionnels. Des ordres de transfert, des changements de procuration. On tente de le faire disparaître légalement en même temps qu'on le faisait physiquement. Le coffre contient les originaux de documents compromettants, des enregistrements, des preuves de manipulation d'actions. C'est suffisant pour ruiner leur plan et déclencher une enquête sérieuse. Vous croyez qu'ils savent que j'étais ici? Ils vous surveillent probablement depuis Chamonix. Si vous avez réussi à venir jusqu'à moi sans être suivi, c'est un miracle. Il se leva, marcha lentement dans la pièce. Je vais organiser un moyen pour que Laurent vienne discrètement. Ce sera risqué. Il devra voyager sous un faux nom, éviter les caméras. Mais c'est faisable. Je vais contacter une personne de confiance pour s'occuper de cela. Élise resta silencieuse. Elle comprenait maintenant l'ampleur réelle de ce qu'elle avait accepté. Ce n'était plus seulement un acte de bonté. Elle était devenue une actrice directe d'un conflit économique où les règles étaient dictées par la trahison, la dissimulation et la menace. En attendant, reprenez la route, retournez auprès de lui, dites-lui que je suis prêt, et surtout, ne vous laissez pas suivre. Il la reconduisit jusqu'à la porte. En sortant dans la rue, Élise inspira profondément. Le froid était tombé sur Paris, mordant, presque violent. Elle reprit le train dans la même direction, avec la même prudence. Elle changea plusieurs fois de rame, descendit une station avant, passa par des ruelles qu'elle ne connaissait pas et atteignit la gare secondaire en fin de journée. De là, elle mit encore plusieurs heures à rejoindre la forêt. La nuit était tombée lorsqu'elle retrouva enfin le sentier qui menait à sa cabane. Elle aperçut la lumière à travers les volets. Elle frappa 2 fois, selon le code qu'ils avaient redéfini. Laurent ouvrit immédiatement. Dès qu'il la vit, ses traits se détendirent. Il n'avait pas prononcé un mot qu'un sourire nouveau s'était formé sur son visage. Un sourire fatigué, soulagé, mais surtout sincère. « Tu es revenu », murmura-t-il. Elle entra, posa son sac, ôta son manteau. « Il est prêt », dit-elle. « L'avocat a les codes, le plan, tout. Mais tu dois y aller toi-même. Il y a une empreinte nécessaire pour ouvrir le coffre. » Laurent hocha la tête. Il avait changé, plus déterminé, moins accablé. Peut-être parce qu'il n'était plus seul. « On part dans 2 jours, annonça-t-il. Je connais un chemin discret. J'ai un contact qui peut fournir de faux papiers. » Il la remercia encore, mais cette fois sans mots. D'un simple regard, chargé d'une intensité qui la troubla. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il était complice, chargé de tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire. Ils passèrent la soirée à planifier chaque détail. Les étapes du trajet, les heures de départ, les chemins à éviter. Et au fil des heures, un autre détail s'imposa à Élise. La manière dont Laurent la regardait avait changé. Plus qu'une alliée, elle était devenue son point d'ancrage. Cette nuit-là, alors que la cheminée éclairait faiblement la pièce, elle sentit une proximité nouvelle s'installer. Laurent s'assit à côté d'elle, sans un mot, les épaules presque effleurant les siennes. Ils restèrent là, longtemps, à écouter le bois crépiter, les battements de leur cœur résonnant dans le silence. Ce n'était pas encore de l'amour, pas un aveu, pas une promesse, mais c'était déjà une certitude. Quoi qu'il arrive, ils n'affronteraient plus rien seuls. La lumière crue du petit matin baignait les sommets enneigés lorsqu'Élise et Laurent quittèrent la cabane, sac sur le dos, visage fermé, pas rapide. Aucun mot ne fut échangé durant les premiers kilomètres, seulement des regards brefs, précis, complices. Ils suivaient un sentier secondaire que Laurent connaissait bien, un ancien chemin de contrebandiers oubliés, invisible sur les cartes modernes. Il leur fallut près de 3 heures de marche pour atteindre un point de rendez-vous isolé où un véhicule discret les attendait. Un vieux fourgon utilitaire aux vitres teintées, conduit par un homme que Laurent présenta comme un contact sûr. Pas de nom, pas de questions. Le trajet jusqu'à la gare de Lyon fut long, ponctué de silence et de pauses brèves. Élise, malgré la fatigue, ne ferma pas l'œil une seule fois. Elle observait chaque détour, chaque plaque, chaque visage croisé sur la route. Elle savait que cette vigilance constante allait devenir la norme pour les jours à venir. Une fois à Paris, ils descendirent du fourgon,
dans une rue anonyme du 15e arrondissement. Le contact leur avait fourni 2 nouvelles identités, des cartes d'identité falsifiées, des vêtements sobres, une casquette pour Laurent, une écharpe épaisse pour Élise. Le contraste entre la simplicité de la jeune femme et le tumulte parisien était flagrant. Dans cette ville de vitesse, de bruit et d'agitation constante, Élise avançait comme un corps étranger. Elle n'était pas impressionnée, mais elle restait tendue, sur la défensive. Chaque coin de rue, chaque regard, chaque portière de voiture ouverte pouvait cacher un piège. Le cabinet de Maître Vaillant les accueillit en fin de matinée. L'avocat les reçut immédiatement, le visage grave. Il referma la porte derrière eux, vérifia les rideaux, verrouilla la serrure intérieure. « Vous avez pris des risques, » dit-il sans détour, « mais vous avez bien fait de venir. » Il leur tendit le plan de la maison de Fontainebleau. Une vieille bâtisse isolée entre les arbres, autrefois propriété du grand-père de Laurent. Le coffre était dissimulé dans un compartiment mural, protégé par une serrure biométrique et mécanique. Laurent hocha la tête, il se souvenait de tout. Le vieux salon avec ses tapis poussiéreux, les portraits d'ancêtres sur les murs, l'odeur de bois sec et de cuir ancien. « Nous n'avons que peu de temps, » précisa Vaillant. « Un de leurs hommes a été aperçu à proximité du cabinet hier soir. Ils savent que j'ai été en contact avec vous. Ce que vous trouverez dans ce coffre peut tout faire basculer. Documents d'assemblée, signatures falsifiées, enregistrement d'appel. Tout est là. Mais si vous échouez à les sortir, c'est fini. » Ils quittèrent Paris en voiture de location, fournie par un autre contact de l'avocat. Aucun GPS, pas de téléphones allumés, seulement une carte routière ancienne et les indications de Vaillant. Fontainebleau n'était qu'à quelques heures, mais le trajet sembla durer une éternité. À l'approche de la forêt, le paysage changea. Le béton fit place aux arbres massifs, aux routes sinueuses bordées de feuilles mortes. Le domaine de la Croix apparut enfin, comme figé dans le temps. La façade en pierre claire, les volets clos, le portail rouillé. Laurent coupa le moteur et regarda la bâtisse avec une émotion contenue. « C'est ici que tout a commencé », murmura-t-il. Ils entrèrent en silence. La serrure avait été forcée, probablement par l'avocat quelques jours plus tôt pour vérifier les accès. L'intérieur était poussiéreux mais intact. Meubles recouverts de draps blancs, tapisseries anciennes, chandeliers ternis. Laurent se dirigea immédiatement vers le salon, à gauche du hall. Il écarta un tapis, dévoilant une dalle métallique. Il la souleva avec effort. Un boîtier numérique et une fente pour clé se révélèrent dessous. Élise lui tendit la clé. Il l'inséra, posa sa main sur le capteur. Un déclic se fit entendre. Le mur adjacent s'ouvrit lentement, dévoilant une cavité étroite. À l'intérieur, une mallette noire. Laurent la sortit, la posa sur la table. Il l'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers, des photos, des disques durs, des enregistrements. Il en prit un au hasard, le glissa dans un lecteur, le brancha à un petit ordinateur portable qu'il avait gardé caché. Une voix résonna, celle de l'un de ses anciens associés, discutant ouvertement de la manière de transférer des fonds vers des comptes à l'étranger sans laisser de traces. Les preuves étaient accablantes. « C'est plus que ce que j'espérais », dit-il. Mais à cet instant, un bruit se fit entendre. Une voiture qui s'arrêtait au loin, puis 2 portières qui claquaient, des voix. Laurent se leva brusquement, ferma la mallette, éteignit l'ordinateur. Ils sont là. Élise resta figée une seconde, puis saisit son sac. Par derrière, il doit y avoir une sortie de service. Ils traversèrent la maison à vive allure. Dans la cuisine, Laurent souleva un pan de mur dissimulant un passage étroit, une issue secondaire que seul lui connaissait. Ils débouchèrent à l'arrière du domaine, dans une petite cour envahie par la végétation. Des pas résonnaient à l'intérieur. Ils coururent en silence vers la lisière des arbres. Alors qu'ils atteignirent la forêt, une voix les interpella. Un homme en costume, armé, venait d'apparaître sur le chemin. « Arrêtez-vous » Laurent poussa Élise sur le côté. Ils plongèrent dans les buissons, rampèrent dessous les branches basses. Leurs vêtements se déchiraient, leurs mains saignaient, mais ils ne s'arrêtaient pas. Les balles sifflèrent au-dessus de leur tête. Ils coururent sans regarder en arrière, suivant un ancien sentier de chasse que Laurent connaissait. Après une heure de fuite, ils atteignirent un vieux moulin abandonné. Essoufflés, trempés, sales, ils s'abritèrent derrière un mur effondré. Laurent ouvrit la mallette, vérifia que tout était encore là. Puis, dans un silence presque sacré, il leva les yeux vers Élise. « Tu as risqué ta vie pour ça.
« Pour toi », corrigea-t-elle sans hésiter. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux, il y avait une émotion qu'il n'avait jamais laissé transparaître jusqu'alors. Une reconnaissance profonde, pure, sincère. La nuit tombait sur la forêt. Il savait qu'il ne pourrait pas rester là longtemps. Mais pour la première fois, ils avaient une arme entre les mains. Pas un pistolet, pas un plan, mais la vérité. Et dans ce silence partagé, juste avant qu'ils ne reprennent la fuite, leurs mains se cherchèrent. Un contact bref, intense, qui disait tout ce que les mots n'auraient jamais su exprimer. Ils restèrent tapis derrière les ruines du moulin pendant plus de 2 heures, immobiles, le souffle court, l'oreille tendue vers chaque craquement, chaque bruissement. L'air était humide, chargé de l'odeur de mousse et de terre. Au loin, on entendait encore des voix, des pas, des chiens. Laurent, accroupi derrière un muret effondré, tenait la mallette contre sa poitrine, comme une relique précieuse. Élise, agenouillée à ses côtés, gardait les yeux fixés sur l'ouverture par laquelle ils étaient arrivés. Aucune parole n'était échangée. Le silence entre eux n'était plus seulement un rempart. Il était nécessaire, vital. Lorsque les bruits finirent par s'éloigner, Laurent jeta un coup d'œil à sa montre. Il fit signe à Élise. Il pouvait tenter de bouger. Ils se levèrent lentement, les jambes engourdies, les muscles tendus par l'effort et la peur. La nuit tombait, enveloppant la forêt d'un voile noir impénétrable. Il n'y avait pas de lune, seulement quelques lueurs diffuses entre les arbres. Ils n'avaient qu'une lampe torche minuscule, utilisée à peine quelques secondes à la fois, juste pour éviter une racine ou une branche traîtresse. Ils avancèrent pendant une bonne partie de la nuit, s'arrêtant de temps en temps pour écouter, reprendre leur souffle ou vérifier leur position. Il s'avère que rejoindre la route principale serait trop risqué. Leur seule chance était de contourner Fontainebleau, longer un vieux canal et espérer trouver un chemin vers une gare secondaire ou une ferme isolée. Ils n'avaient pas de plan précis, seulement l'instinct et la carte mentale que Laurent traçait en silence. Aux premières heures du matin, après avoir marché près de 10 kilomètres, ils atteignirent un ancien hangar de chasse abandonné, au toit à moitié effondré. Il offrait un abri temporaire, suffisant pour reprendre des forces. Ils s'y installèrent, assis l'un à côté de l'autre sur une vieille caisse de bois. Le vent sifflait entre les lattes de bois disjointes, mais ils n'avaient plus la force de continuer immédiatement. Élise retira ses chaussures, observa ses pieds meurtris. Laurent déposa la mallette dans un coin sécurisé, puis s'assit en face d'elle, épuisé mais alerte. Il fouilla dans son sac et en sortit 2 barres énergétiques, qu'ils mangèrent lentement en silence. Puis enfin, Laurent parla. « Tu aurais pu refuser, Élise. Tu aurais pu rester là-bas, en sécurité. Pourquoi t'être mise en danger pour moi ?» Elle leva les yeux vers lui, surprise par la question. Elle aurait pu répondre de 1000 manières, par instinct, par loyauté, par refus de l'injustice, mais aucune de ces raisons ne traduisait ce qu'elle ressentait vraiment. « Parce que tu n'es pas qu'un homme blessé qu'on doit secourir, dit-elle. Tu es quelqu'un qui mérite une seconde chance, et je n'ai pas l'intention de te laisser la perdre. » Laurent détourna les yeux un instant, visiblement troublé. Il n'était pas habitué à ce genre de sincérité. Il avait toujours évolué dans un monde de masques, d'intérêts, de calculs. Cette femme venue d'un univers si éloigné du sien lui offrait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une vérité nue, sans attente. Il se rapprocha, leurs épaules se frôlèrent. Il tendit une main, toucha doucement le bras d'Élise. Elle ne recula pas. Le geste n'était ni brusque ni maladroit. Il était rempli de retenue, de respect, mais aussi d'un désir qu'il ne parvenait plus à masquer. « J'ai toujours été celui qui contrôlait, qui planifiait, qui anticipait, » murmura-t-il. « Mais depuis que je t'ai rencontré, je ne maîtrise plus rien. Tu m'as sauvé la vie, tu m'as changé. » Élise sentit son cœur battre plus vite. Elle ne voulait pas se précipiter. Ce n'était ni le moment ni le lieu, mais elle ne pouvait plus nier l'évidence. Elle se pencha légèrement, posa sa main sur la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent. Puis, dans un silence absolu, leurs visages se rapprochèrent. Le baiser fut lent, presque hésitant au début, puis plus assuré. Ce n'était pas une explosion de passion, mais une promesse silencieuse, un instant suspendu au milieu du chaos. Un baiser qui scellait non pas une histoire d'amour née d'un conte, mais une complicité forgée dans la peur, l'action et la confiance. Mais ce moment de paix fut de courte durée. Un bruit sec les fit sursauter. Une branche écrasée, juste à l'extérieur. Ils se séparèrent brusquement, se levèrent d'un bond. Laurent attrapa la mallette
Élise récupéra leurs affaires. Ils éteignirent la lampe, se plaquèrent contre le mur. Des pas, lents, approchant. Ils retinrent leur souffle. Puis un deuxième bruit. Un craquement différent, plus proche. Laurent ouvrit une trappe à l'arrière du hangar qu'il avait repéré en arrivant. Un passage qui donnait sur les broussailles. Ils s'y engouffrèrent, rampant, glissant, griffés par les branches. Derrière eux, une voix murmura quelque chose, suivi d'un faisceau lumineux qui balaya l'intérieur du hangar. Ils étaient à nouveau en fuite. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ils n'étaient en plus deux étrangers réunis par les circonstances. Ils étaient désormais unis par une cause, un objectif et un lien plus fort que tout ce qu'ils avaient connu jusqu'alors. Au bout de plusieurs heures de marche, ils trouvèrent enfin une grange inhabitée où se reposer. Là, abrités sous les poutres en bois et les sacs de grains abandonnés, ils s'allongèrent sans un mot. Épuisés, les corps brûlés par l'effort, ils s'endormirent l'un contre l'autre, gardant chacun une main sur la mallette. Et dans ce sommeil fugace, sans rêve ni espoir, seulement un besoin primal de reprendre des forces, Élise sentit pour la première fois que, malgré tout ce qui restait à affronter, elle n'était plus seule, et que dans ce combat pour la vérité, elle n'avait pas simplement trouvé un homme à sauver, mais quelqu'un pour qui elle était prête à tout donner. Le lendemain matin, la lumière grise d'un ciel chargé filtrait à travers les lattes disjointes de la grange. Le silence était total, à peine troublé par le vent qui faisait danser la poussière dans l'air froid. Élise se réveilla la première. Elle n'avait dormi que par à-coups, les muscles endoloris, la gorge sèche, le dos meurtri par le sol dur. À ses côtés, Laurent dormait encore, le visage détendu, les traits moins crispés. Sa main reposait sur la mallette comme si son corps s'y était attaché par réflexe, par instinct. Cette image d'abandon involontaire la toucha plus qu'elle ne l'aurait cru. Il était l'homme qu'on avait tenté d'effacer, de déposséder de tout. Et pourtant, même dans son sommeil, il tenait bon. Il survivait. Élise se leva sans bruit, étira les bras, sortit de la grange pour respirer l'air glacé du matin. Un champ vide s'étendait à perte de vue, bordé par une ligne d'arbres sombres. Aucun signe de poursuite. Pas de moteur au loin, pas de voix. Elle sentit ses épaules se détendre légèrement, mais elle savait que cette accalmie ne durerait pas. Il devait se remettre en route. Mais avant cela, elle voulait comprendre davantage. Ce qu'il fuyait n'était pas seulement une opération financière, ni même un simple complot pour récupérer une fortune. Il y avait quelque chose d'intime dans la manière dont Laurent s'accrochait à cette lutte. Un feu ancien, une douleur ancienne. Lorsqu'il se réveilla, il la trouva assise à l'entrée de la grange, une couverture sur les épaules. Il s'approcha, s'agenouilla à ses côtés. « Tu n'as presque pas dormi, dit-il. Toi non plus. » Un silence s'installa. Puis Élise tourna la tête vers lui. « Tu m'as dit que tu ne faisais plus confiance à personne. Même avant tout ça, qu'est-ce qui t'a brisé ?» Laurent resta silencieux un long moment. Il fixa l'horizon, les mâchoires serrées. Quand il parla enfin, sa voix était rauque, basse, presque étranglée. « J'avais 12 ans quand ma mère est morte. Un accident de voiture, officiel. Mais on n'a jamais retrouvé le conducteur qui a fui. Elle était tout pour moi. Mon père, il était présent, mais pas vraiment. Toujours en voyage, toujours dans des réunions. Le genre d'homme qui signe des papiers sans lire les noms. Il inspira profondément. Après sa mort, j'ai découvert que mon père avait transféré une partie de l'héritage destiné à ma mère sur ses propres comptes. Il avait utilisé une faille juridique. L'argent n'était pas important pour moi, mais le mensonge, la trahison, ça, je ne l'ai jamais pardonné. » Élise l'écoutait sans bouger, les mains croisées sur ses genoux. « J'ai grandi dans cette famille où tout s'achète, où les émotions sont des faiblesses. J'ai appris à me construire des murs, à ne jamais dépendre de personne. Même mes associés, je ne leur ai jamais vraiment fait confiance, mais je pensais que la méfiance me protégerait. Je me trompais. » Il s'interrompit, chercha ses mots. « Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas seulement une question de pouvoir ou d'argent, c'est une vengeance. Ils me punissent pour avoir refusé de faire partie du jeu. J'ai voulu créer un modèle éthique, transparent. J'ai parlé de tout ce que j'avais découvert à un de mes plus anciens partenaires. Et il m'a vendu. » Il baissa les yeux. « Et maintenant, il y a toi. » Élise sentit son cœur se serrer. « Tu crois que je vais te trahir aussi ?» Il la regarda, longuement, intensément. « Non, c'est justement ce qui me fait peur. Que tu sois la seule personne à qui je peux faire confiance depuis des années. »
et que ça me rende vulnérable. Elle posa une main sur la sienne. La confiance n'est pas une faiblesse, Laurent. C'est ce qui te reste quand tout s'effondre. Tu n'es pas seul. Pas cette fois. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de poser son front contre le sien, un geste silencieux, intime, chargé de reconnaissance. Puis ils se redressèrent tous les deux. Le moment était passé. Ils devaient continuer. Le temps jouait contre eux. Ils sortirent de la grange, reprirent leur marche à travers la campagne, évitant les routes, les chemins trop visibles. Laurent avait un objectif précis, rejoindre un point de contact situé à l'entrée de la ville d'Orléans. Un ancien collaborateur de Vaillant leur fournirait un nouveau véhicule et des vêtements de rechange. L'idée était de gagner du temps, de brouiller les pistes, de remettre les preuves à l'avocat avant que ceux qui les poursuivaient ne puissent agir. En chemin, ils croisèrent un village endormi. Pas une âme dehors. Ils se faufilèrent jusqu'à une fontaine publique, remplirent leurs gourdes, lavèrent rapidement leur visage. Élise, malgré l'épuisement, conservait une lucidité froide. Elle notait tout, les détails du paysage, les horaires, les sons. Elle était devenue bien plus qu'une aide. Elle était un pilier. Ils atteignirent le point de rendez-vous en fin d'après-midi. Une maison abandonnée, aux volets clos, au jardin envahi par les herbes hautes. À l'intérieur, un homme les attendait. Il se présenta brièvement, remit les clés d'une voiture, une carte routière, des papiers d'identité au nom d'un couple marié fictif. Élise et Laurent échangèrent un regard à cette mention, mais aucun mot ne fut dit. Ils reprirent la route en silence. Dans la voiture, le paysage défilait à toute vitesse. Les arbres, les villages, les panneaux de signalisation. Tout semblait flou. Mais dans cet espace confiné, une chose était claire. Le lien entre eux n'était plus seulement une circonstance. C'était une force. Laurent, au volant, jeta un coup d'œil vers elle. « Tu ne regrettes rien ?»« Pas une seconde, » répondit-elle. « Même si ça peut mal finir ?» Elle posa sa main sur la sienne, sur le levier de vitesse. Justement pour ça, ils roulèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Le monde semblait suspendu, comme si, à l'intérieur de cet habitacle, rien ne pouvait les atteindre. Mais ils savaient que ce n'était qu'une illusion. Le prochain arrêt serait décisif. L'heure approchait où la vérité allait devoir être mise au jour, coûte que coûte. Et dans ce combat qui les attendait, ils n'étaient plus deux inconnus réunis par le hasard. Ils étaient devenus un point d'ancrage l'un pour l'autre, indispensable, réel. Ils roulèrent toute la nuit, le moteur ronronnant, les phares perçant l'obscurité comme deux yeux vigilants. Le paysage défilait, monotone, forêt, champs, silhouettes lointaines de villages endormis. Aucun bruit autour d'eux, aucun témoin apparent. Mais chaque virage, chaque panneau, chaque reflet ou ombre faisait battre leur cœur plus fort. Ils savaient qu'ils approchèrent d'un moment décisif, le moment où les preuves extraites du coffre de Fontainebleau devaient quitter leur possession pour être exposées au monde. À l'aube, la lumière pâle du matin baignait l'horizon rose et bleuté. Ils s'arrêtèrent sur une aire d'autoroute, derrière un bosquet. Laurent entrelaça ses doigts dans ceux d'Élise, prit une faible inspiration, puis dit d'une voix basse et grave « Ceci sera notre dernière étape avec ce véhicule. Après cela, nous devons retourner à Paris, dans le cœur du système, là où les décisions se prennent. C'est là que nous pourrons lancer tout cela, mais aussi là que les risques seront les plus grands. » Élise acquiesça. Elle comprenait ce que cela signifiait. Ils allaient pénétrer dans le territoire ennemi. Là où les menaces étaient invisibles, mais omniprésentes. Là où les regards, les caméras, les alliances pourraient tout changer d'un instant à l'autre. Elle se préparait mentalement. Elle respirait profondément. Elle serrait la mallette contre elle. Tout ce qu'ils avaient risqué, toute la fuite, chaque pas, chaque blessure, aboutissait à ce moment. Ils garèrent la voiture dans un garage loué temporairement, loin du centre. Là, un contact de l'avocat les attendait avec un autre véhicule plus discret, aux plaques falsifiées, une berline sombre à vitres teintées. Aucun nom officiel, aucun signe distinctif. Ils transférèrent la mallette et d'autres bagages. Puis, en silence, ils prirent la route vers Paris. Mais cette fois, non par les grands axes, mais par les artères secondaires, les ruelles, les routes de campagne contournant les radars. Le trajet fut long, lent, ponctué de détours et d'arrêts pour vérifier qu'ils n'étaient pas suivis. En fin d'après-midi, ils pénétrèrent enfin dans l'agglomération parisienne. Le paysage changea. Immeubles, panneaux publicitaires, voitures nombreuses, piétons, klaxons. Le monde redevint bruyant.
Chaque signal lumineux, chaque panneau de rue, chaque boutique devenait un repère possible de danger. Ils restèrent silencieux, attentifs, les traits tendus. Le contact les déposa dans un parking souterrain discret, non loin du quartier d'affaires où se trouvait le siège de la société Delacroix, avant que les dissensions ne démarrent. Ils montèrent par les escaliers de secours, silencieux, jusqu'à un immeuble de verre sombre, aux fenêtres teintées. L'entrée était discrète, un hall presque désert. L'avocat les attendait, accompagné de 2 assistants de confiance. Il les conduisit dans une salle de réunion modeste et verrouilla la porte derrière eux. Il posa la mallette sur la table. « Voici tout ce qu'il faut pour renverser leur plan, dit-il. Contrat, signature, enregistrement, communications internes. On dispose des preuves irréfutables. Mais maintenant, vous devez faire quelque chose. Aller jusqu'au sommet de la société. Présenter les preuves. Exposer les coupables. C'est là que tout basculera. » Laurent posa la mallette, ouvrit les dossiers un à un. Il sortit un dossier épais dans lequel figurait en première page le nom de Delacroix Holdings, actionnaire potentiel, et des annotations manuscrites qui liaient directement plusieurs personnes au complot. Il fixa l'avocat. « Combien de temps nous reste-t-il avant qu'ils sachent que nous sommes ici ?» L'avocat secoua la tête. « Moins que vous ne le pensez. Ils ont déjà lancé des enquêtes internes. Ils ont repéré des transactions suspectes. Leurs avocats surveillent les médias économiques. Si nous manquons notre fenêtre, tous ces fichiers seront effacés et vous reviendrez à la case départ, ou pire. » Ils révisèrent la stratégie. Qui devait parler en premier? Quel canal utiliser? Les médias indépendants? Un journal économique influent? Le bureau de lutte contre la fraude financière? L'avocat préparait des versions anonymisées des documents pour les communications publiques afin de préserver la sécurité de ceux qui les divulgueraient. Ils firent la répartition des rôles. Mais alors qu'il parlait, un assistant frappa et entra à la hâte. « Monsieur Vaillant, nous avons un problème. Le service de sécurité de Delacroix vient d'ouvrir des bureaux à 2 pâtés d'immeubles d'ici. Leur présence dans le quartier a été repérée. » Un froid parcourut l'échine d'Élise. Le risque était maintenant immédiat. Il fallait agir vite. « Préparez-vous », ordonna l'avocat. « Laurent, vous allez vous rendre au bureau central de la société, muni d'un faux badge, présenter les preuves, filmer la confession ou l'admission de responsabilité. Élise, vous resterez ici et dès que vous recevrez le signal, vous ferez fuiter tout le reste vers les médias et les autorités compétentes. » Le cœur d'Élise battait la chamade. Elle n'était pas une femme d'affaires, ni une lanceuse d'alerte habituée. Mais tout son élan, son courage, lui donnait une force nouvelle. Elle acquiesça. « Je suis prête. » Ils se séparèrent. Laurent sortit par une issue secondaire avec un badge falsifié remis par l'avocat. Élise resta dans la salle de réunion avec les assistants. Les dossiers et les fichiers internes furent uploadés vers plusieurs serveurs sécurisés. Des copies cryptées envoyées à des journalistes triés sur le volet, des enregistrements transmis à des autorités anticorruption. Chaque seconde comptait. Les assistants, à l'abri, surveillaient les caméras et les communications. Dans le silence feutré de cette salle, Élise attendit, le téléphone à la main, le cœur au bord des lèvres. Elle repensa à tout le chemin parcouru, la cabane, la forêt, les coups de feu, les preuves extraites du coffre, le baiser volé. Elle se surprit à trembler, non pas de peur, mais d'anticipation. Elle savait que ce moment serait décisif. Puis, au bout de quelques minutes interminables, le téléphone sonna. Un message simple. « Je l'ai. Reçois bientôt. » C'était Laurent. Il avait réussi. Elle repoussa un souffle qu'elle retenait depuis toujours, mais elle n'eut pas le temps de savourer cet instant. Une alarme résonna dans le bâtiment. Des pas brusques retentirent dans les couloirs. Quelqu'un cria quelque chose. Les assistants se levèrent pour verrouiller la porte. Les fenêtres se teintèrent de lumière soudain. Le danger était là. Élise bloqua ses doigts autour du téléphone, prête à activer le plan de fuite numérique. Le temps s'accélérait. Ce qu'ils avaient mis des semaines à atteindre se jouait maintenant en quelques instants. Et dans ce chaos imminent, elle réalisa que cette bataille n'était plus seulement pour la vérité, ni seulement pour Laurent. C'était pour elle aussi, pour ce lien silencieux qui les unissait désormais. Et dans ce moment crucial, alors que tout pouvait basculer, elle sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Le son assourdissant de l'alarme continuait à résonner dans les couloirs du bâtiment, pendant que la lumière rouge clignotante projetait des éclats d'ombre sur les visages tendus d'Élise et des assistants.
Le cœur battant à un rythme déchaîné, elle scrutait l'écran de l'ordinateur devant elle, où la barre de progression d'un envoi de fichiers semblait ralentir à chaque pourcentage gagné. À ses côtés, l'un des assistants activait des protocoles de cryptage supplémentaires, tandis qu'un autre verrouillait les portes de la salle avec un système de sécurité d'urgence. Mais tous savaient que ces mesures n'étaient qu'un sursis. Le bâtiment était infiltré. Laurent n'avait pas encore renvoyé de nouveaux messages. La dernière communication prouvait qu'il avait obtenu quelque chose, probablement une déclaration, une signature ou une reconnaissance de culpabilité de la part d'un des dirigeants impliqués. Ce genre d'enregistrement, associé aux preuves accumulées dans la mallette, suffisait pour faire tomber un empire. Mais sans diffusion publique immédiate, tout cela pouvait disparaître avec un simple effacement coordonné. Il fallait agir. Vite. Alors qu'ils entendèrent les pas s'intensifier dans le couloir extérieur, une main martela la porte. Pas un choc accidentel, mais un coup précis. 3 coups espacés, lourds, rythmés. Élise échangea un regard rapide avec les 2 hommes. Aucun d'eux ne savait si cela venait de l'équipe de sécurité officielle ou d'un groupe envoyé pour les faire taire. Le doute suffisait pour comprendre que rester là était un suicide. C'est alors qu'Élise prit la décision. Elle attrapa la mallette, arracha le disque dur principal déjà transféré et saisit une clé USB contenant une copie cryptée de tous les documents. Elle fit signe aux 2 assistants. « Donnez-moi 5 minutes. Je vais les distraire. Vous devez terminer l'envoi et le cryptage. Si je reviens, on part ensemble. Si je ne reviens pas, vous terminez tout et vous quittez par l'ascenseur de service. » Les hommes voulurent protester, mais elle n'attendit pas. En quelques secondes, elle glissa la clé dans sa poche, attrapa une veste dans un placard, dissimula ses traits sous une capuche et se dirigea vers une autre porte, dissimulée derrière une étagère coulissante. Un couloir de service menait aux escaliers techniques. Elle descendit rapidement de 3 étages, puis s'arrêta à un palier, respira un grand coup et ouvrit une porte sur un couloir principal. Elle marcha droit vers les bruits, sans courir, déterminée, le regard fixé devant elle. Lorsqu'elle croisa les premiers agents en civil, 3 hommes, oreillettes apparentes, regard fixe, elle simula l'urgence, s'écria qu'un des assaillants était en fuite dans l'escalier nord. Les hommes hésitèrent. Un d'eux voulut la retenir, mais elle s'arracha à sa prise et disparut derrière une porte battante. Pendant les précieuses secondes de confusion, elle entendit les cris d'alerte se déplacer. Les bruits de pas s'éloignèrent. Dans une salle de maintenance voisine, elle trouva un téléphone d'urgence. D'une main tremblante, elle composa le numéro de Vaillant. Elle parla vite, précis. Où elle était, ce qu'elle avait, qu'ils devaient quitter le bâtiment maintenant. Puis, elle coupa. Le téléphone ne devait pas être localisé. Mais au moment de repartir, un homme apparut dans l'encadrement de la porte. Grand, massif, le visage fermé. Ce n'était pas un agent de sécurité, c'était un mercenaire. Les yeux glacés d'un homme sans scrupules. Il la reconnut immédiatement. Elle n'avait pas d'issue. Il s'avança, lentement. Elle recula jusqu'à heurter le mur. « Donne-moi ce que tu portes », dit-il calmement. Elle sentit la clé USB dans sa poche. Elle comprit qu'elle n'avait pas le temps de négocier. Elle lança alors une attaque désespérée. Elle lui jeta au visage un extincteur accroché au mur, courut vers la sortie, poussa une porte de secours qui déclencha une nouvelle alarme. Elle descendit 2 étages en courant sans s'arrêter. Derrière elle, des pas. Elle tourna brusquement, emprunta un couloir annexe, puis une issue de secours. Elle déboucha dans une ruelle derrière l'immeuble. L'air frais lui cingla le visage. Elle courut, bousculant des passants, traversant une rue sans regarder, les voitures klaxonnant violemment. À 2 pâtés de maison, une voiture noire ralentit à son niveau. Une voix connue l'appela. C'était Vaillant. Il lui ouvrit la porte. Elle sauta à l'intérieur. Ils partirent à toute vitesse. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, les assistants avaient achevé le téléchargement. Les fichiers étaient désormais sur plusieurs serveurs à l'étranger, prêts à être diffusés au moindre signal. La fuite massive allait commencer, mais Élise, dans la voiture, n'était pas encore en sécurité. Une autre voiture les suivait. Vaillant accéléra. Un échange rapide de messages indiquait que Laurent était déjà dans un point sûr en compagnie d'un policier de haut rang, coopérant discrètement avec les autorités judiciaires. Il avait remis sa partie des preuves, dont l'enregistrement d'une réunion confidentielle où l'un des associés reconnaissait le plan de prise de contrôle et les menaces faites à Laurent. Vaillant conduisit jusqu'à un hôtel discret, tenu par un contact de confiance. Élise,
y fut abritée dans une suite sécurisée. Elle était couverte d'ecchymoses, trempée de sueur mais en vie. Quelques heures plus tard, elle reçut la visite de Laurent. Il entra sans dire un mot, la trouva assise sur le lit, les bras entourant ses genoux. Lorsqu'il s'approcha, elle leva les yeux vers lui. Il s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. « Tu aurais pu mourir », murmura-t-il. « Mais je ne suis pas morte », répondit-elle. Il la serra contre lui, longuement. Puis, après un long silence, il s'écarta et la regarda dans les yeux. « Tu ne m'as pas seulement sauvée, tu les as tous battus. » Élise secoua doucement la tête. « C'est toi qui as changé les règles. Moi, je n'ai fait que suivre ce que je croyais juste. Tu m'as appris que le juste, parfois, a besoin de courage, et d'un cœur aussi solide que le tien. » Elle sourit, fatiguée. Mais avant que la nuit ne tombe, une autre nouvelle arriva. Plusieurs arrestations avaient eu lieu. Des comptes avaient été gelés. Les médias parlèrent déjà d'un scandale majeur au sein d'un des plus anciens groupes financiers de France. Et dans cette tempête, deux noms apparaissaient comme les initiateurs de la dénonciation. Laurent Delacroix, héritier discret, et une femme au passé inconnu nommée Élise Moreau. Leurs visages n'avaient pas encore été publiés, mais leurs actes, eux, parlaient en plus fort que n'importe quelle image. Le calme était revenu, mais il n'avait pas la douceur d'un conte de fées. Il s'agissait plutôt d'un silence chargé, fait de décisions lourdes, d'administrations complexes et de bilans émotionnels qu'on ne pouvait ni esquiver, ni remettre à plus tard. Après les arrestations, les procès médiatisés et les révélations publiques, Laurent avait refusé les sollicitations de la presse, des actionnaires survivants, des représentants politiques. Il avait disparu de la scène publique avec une rapidité déconcertante, laissant derrière lui un monde qu'il avait dominé pendant des années. Et ce choix n'était pas une fuite, mais une reconstruction. Il savait qu'il ne pourrait jamais reprendre sa place sans s'y perdre à nouveau. Ce qu'il avait vécu l'avait profondément transformé, et tout ce qu'il avait appris, il voulait désormais le vivre autrement. Élise, de son côté, était restée loin des projecteurs. Les quelques journalistes qui avaient tenté de la retrouver dans la région de Chamonix n'avaient pas réussi à obtenir la moindre information utile. Elle n'était pas sur les réseaux, n'avait aucun intérêt pour la célébrité. Ce qu'elle avait accompli, elle l'avait fait pour une raison personnelle, humaine, pas pour une reconnaissance publique, et pourtant, dans certains cercles, son nom était devenu une légende discrète. L'histoire de cette femme de la Terre, de cet inconnu qui avait défié des hommes d'affaires corrompus et mis en lumière un complot financier d'envergure internationale, inspirait respect et admiration, même si son visage restait invisible. Quelques mois s'étaient écoulés. L'hiver avait laissé place à un printemps timide. Les arbres bourgeonnaient à nouveau, les champs se coloraient de vert, et dans un petit coin isolé des Alpes, une nouvelle propriété avait vu le jour. Il ne s'agissait pas d'un manoir ni d'un domaine grandiose, mais d'une ferme rénovée avec goût, mélange d'architecture alpine traditionnelle et de confort moderne discret. Elle se trouvait non loin de l'ancien terrain d'Élise, à la lisière d'un champ qu'elle connaissait depuis l'enfance. La bâtisse avait été achetée anonymement, rénovée en quelques semaines, et personne dans le village n'avait posé de questions. Ceux qui savaient gardaient le silence par respect. Ceux qui devinaient préféraient préserver la paix. Laurent y vivait désormais. Il avait vendu la majorité de ses parts restantes, transféré ses bénéfices à des associations de protection des lanceurs d'alerte et à des fondations environnementales. Il n'était plus à la tête de rien, sauf de cette terre qu'il cultivait désormais avec Élise. Ensemble, ils avaient mis en place un système de production agricole basé sur les principes les plus simples: autonomie, qualité et respect du rythme naturel. Rien n'était mécanisé à l'excès, tout passait par leurs mains, leurs gestes, leur présence. Élise s'était lentement remise de ses blessures, physiques d'abord, puis mentales. Les premières semaines avaient été difficiles. Les cauchemars revenaient certaines nuits, les flashs de fuite, les cris, la peur dans les couloirs, les coups portés contre les portes. Mais Laurent avait été là, sans jamais la presser, sans jamais la forcer à parler. Il restait, il écoutait, il accompagnait. Et elle avait fini par retrouver le sommeil. Non pas parce que le danger avait disparu, mais parce qu'il n'était plus seul à le affronter. Leur quotidien était simple. Ils se levaient tôt, partageaient le café sur la terrasse en bois face à la montagne, parlaient peu mais se comprenaient d'un regard. Ils travaillaient la terre, entretenaient le potager, préparaient des bocaux, réparaient des outils,
accueillait parfois un voisin venu demander conseil. La vie s'écoulait sans précipitation, mais avec une intensité qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer auparavant. Chaque journée comptait, chaque geste avait du sens. Un jour, alors qu'ils désherbaient ensemble le long du champ principal, Élise se redressa, essuya son front et regarda l'horizon. Laurent s'approcha, posa une main sur son épaule. Elle se retourna. Il n'y avait aucun mot, aucune déclaration formelle, mais dans leurs yeux brillait une évidence. Ils n'avaient plus besoin de se demander s'ils étaient faits pour cette vie. Ils l'avaient construite ensemble. Ce même après-midi, Laurent ouvrit une vieille boîte en bois, celle qui avait servi autrefois à transporter les documents du coffre. Il y avait glissé un petit écrin, simple, sans éclat. Il le prit, le tint dans sa main pendant plusieurs minutes, observant Élise qui arrosait les jeunes plants avec une concentration paisible. Puis, d'un pas déterminé, il la rejoignit au bord du champ. « Tu te souviens de l'endroit exact où tu m'as trouvé ce matin-là » Elle hocha la tête. « Juste là, derrière la souche, à l'ombre du grand sapin. Viens avec moi. » Ils marchèrent en silence jusqu'à ce point précis. Rien n'avait changé, ou presque. La végétation avait poussé, les herbes étaient plus hautes, mais la pierre sur laquelle elle l'avait posée en urgence était toujours là. C'était un lieu devenu sacré, sans qu'ils aient jamais prononcé ce mot. Laurent s'agenouilla devant elle, non pas dans une mise en scène théâtrale, mais avec une sincérité brute. Il ouvrit l'écrin. À l'intérieur, une bague d'or sobre, sans pierre, sans ornement, mais gravée à l'intérieur d'une simple phrase, « Pour celle qui m'a sauvé ». « Je n'ai rien de plus à t'offrir, dit-il. Pas de fortune, pas de titre, pas de promesse de confort éternel. Mais j'ai un champ, un toit, et chaque jour de ma vie que je veux passer avec toi. » Élise resta silencieuse un moment. Elle prit l'écrin, le referma lentement, le serra dans ses mains. Puis elle leva les yeux vers lui, sourit. « Ça est plus que tout ce que j'aurais pu espérer. » Il se releva, la prit dans ses bras, et dans ce champ sous ce ciel, entre ces montagnes, aucun mot de plus ne fut nécessaire. Ils rentrèrent ensemble, les mains liées, comme deux personnes qui avaient vu le pire, traversé l'indicible, et choisi de rester là où tout avait commencé. Parce que ce lieu n'était pas un hasard. C'était un point d'ancrage, un recommencement. Le printemps touchait à sa fin, et la lumière dorée des fins de journée s'étirait plus longtemps sur les collines entourant la ferme. Dans les champs, les pousses avaient grandi, les herbes hautes ondulaient sous la brise légère et les oiseaux remplissaient l'air de chants tranquilles. Tout semblait revenir à son rythme naturel, après des mois où le temps avait été dicté par la peur, la tension et l'urgence. Cette terre, silencieuse témoin de leur rencontre, portait désormais les marques d'une vie reconstruite, d'un avenir planté comme des graines qui germeraient hors du chaos. Depuis plusieurs semaines, Élise et Laurent travaillaient sans relâche pour finaliser la conversion complète de la ferme. Ils avaient transformé l'ancienne grange en atelier, ouvert une petite serre pour cultiver certaines variétés rares de plantes médicinales et creuser un puits secondaire afin d'assurer leur autonomie. Ils ne recevaient pas beaucoup de visiteurs, mais quelques habitants du village venaient parfois demander un conseil, acheter du miel ou simplement échanger quelques mots. La discrétion restait de mise. Aucun journaliste, aucun photographe, aucune rumeur n'avait franchi la ligne de sapin qui bordait leur propriété. C'était leur règle tacite, vivre pleinement, mais hors du regard du monde. Ce matin-là, Élise s'était levée avant Laurent. Elle avait préparé le café, inspecté les plants de tomates dans la serre, puis traversé le champ à pieds nus comme elle le faisait parfois, juste pour sentir la terre sous ses pieds. Elle s'arrêta à mi-chemin, observa la montagne au loin, inspira profondément. Ce moment de solitude, de calme absolu, la renvoyait à ce qu'elle avait été avant tout cela. Une femme simple, oubliée dans un coin du monde, vivant en harmonie avec ce qu'elle comprenait, la terre, les saisons, le silence. Elle n'avait jamais rêvé d'une autre vie, et pourtant la sienne avait basculé, non pas à cause du danger, mais à cause de ce qu'elle avait trouvé au cœur de cette tempête, quelqu'un à qui elle pouvait s'unir sans se perdre. Laurent la rejoignit peu après, vêtu simplement, les bottes pleines de terre, un regard apaisé dans les yeux. Il avait changé, pas dans ses gestes ou dans sa voix, mais dans son regard. Le poids qui l'habitait au moment de leur rencontre semblait s'être allégé. Il n'était plus en fuite. Il avait tourné la page. Il avait choisi de rester, de vivre, de construire. Et il n'avait pas choisi ce lieu par hasard. Il avait choisi Élise.
pas comme une échappatoire, mais comme un ancrage. Ils travaillèrent ensemble toute la matinée, préparant de nouveaux parterres pour les semis d'été, réparant une clôture effondrée après une nuit de vent fort. Les tâches étaient simples, répétitives, mais dans chacune d'elles, il y avait quelque chose de fondamental, une paix silencieuse, une confiance partagée, une vie alignée sur l'essentiel. Les mots étaient rares, les gestes précis. Leur corps se comprenait, s'ajustait. Il n'y avait pas besoin de discours. Chaque jour passé ensemble confirmait ce qu'ils savaient déjà. Ce n'était pas une passion éphémère née du chaos, mais une décision lente, enracinée. Après le déjeuner, Laurent proposa une promenade. Ils traversèrent la propriété, longèrent le ruisseau, puis prirent un sentier qu'ils n'avaient pas emprunté depuis plusieurs mois. Celui qui menait à la clairière où tout avait commencé. Là, sous les grands sapins, près de la souche où Élise l'avait découvert ce matin d'hiver, ils s'arrêtèrent. Le silence y était intact. Aucun bruit humain. Seulement le vent dans les arbres, les feuilles qui frémissaient, et cette lumière douce qui filtrait entre les branches. Laurent prit sa main. Il ne tremblait pas. Il n'était pas nerveux. Il était certain. « C'est ici que tout a changé pour moi, dit-il. Je croyais être perdu. Je croyais que tout ce que j'étais allait disparaître avec ce qu'ils voulèrent me prendre. Mais tu m'as trouvé, et tu n'as rien demandé en retour. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva légèrement la main. « Laisse-moi finir. Je ne sais pas ce que sera demain. Je ne peux pas te promettre que la vie sera toujours douce. Mais je sais ce que je veux. Je veux être ici, avec toi, planter, récolter, réparer, me lever chaque matin en sachant que tu es là. Pas comme un souvenir, mais comme un choix que je fais chaque jour. » Il sortit alors un petit objet de sa poche. Ce n'était pas une bague luxueuse, ni un bijou ancien. C'était un anneau en bois sculpté à la main, fait à partir d'un morceau d'un vieux chêne tombé sur leur propriété. Il l'avait poli, façonné, poncé pendant des jours, dans l'atelier silencieux, avec patience. « Je ne t'offre pas un conte de fées. Je t'offre une vie entière. Si tu veux de moi. » Élise le regarda longuement. Il n'y avait pas de larmes, pas d'émotion débordante, seulement une certitude tranquille. Elle tendit la main, prit l'anneau, le glissa à son doigt. Il lui allait parfaitement. « Ce que j'ai trouvé ici n'a pas de prix, répondit-elle, et ce que je choisis, c'est toi, chaque jour, sans exception. » Ils restèrent là, assis dans l'herbe, silencieux. Le monde extérieur n'existait plus. Ce n'était pas une fin spectaculaire, ni un dénouement triomphant. C'était une page tournée avec douceur, le chapitre d'une nouvelle vie. Ensemble, ils avaient traversé la peur, la trahison, la fuite. Ils avaient construit une vérité, puis une paix. Ce qu'ils avaient aujourd'hui ne brillait pas comme l'or, mais rayonnait d'une force tranquille. Et alors que les feuilles frémissaient doucement autour d'eux, Élise s'approcha de Laurent et, dans un souffle presque imperceptible, murmura la phrase qu'elle avait gardée en elle depuis ce jour-là, sans jamais l'avoir prononcée à haute voix. « C'est ici que tout a commencé. » Et cette fois, ce n'était plus une pensée, c'était une promesse.